Bonjour. Vous savez, il faut parfois regarder au-delà des mots pour comprendre l'homme. Et ce que montre la récente sortie de M. Tiroma Bakary, ce n'est pas seulement un discours qui, ma foi, est maladroit, mais c'est surtout l'état d'un homme en perte totale de repères. Un homme qui tente encore aujourd'hui d'exister dans un paysage politique qui depuis longtemps l'a relégué au second plan. Un homme qui, pour survivre, utilise désormais les ressorts de la manipulation émotionnelle et du chantage affectif pour masquer une réalité plus sombre. Et je le dis ici, la précarité financière dans laquelle il est tombé. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je serai un peu long. À première vue, le discours se veut solennel, patriotique, grave. Mais en écoutant attentivement Issa Tiroma, on remarque immédiatement un décalage flagrant entre le ton et la gestuelle, le regard et la posture de l'orateur. Issa Tiroma n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Et pire, il sait que personne ne l'est par ailleurs. L'homme prolixe que le Cameroun a connu il y a encore quelques semaines, celui qui ne manquait aucune occasion pour expliquer même l'inexplicable, de justifier, de défendre, a totalement disparu. À sa place, on découvre un Issa Tiroma qui est hésitant, qui est tremblant, presque désorienté. Les phrases sortent difficilement, la diction est saccagée, les transitions ne coulent pas. On voit un homme qui lit un texte, soit qu'on lui a imposé, soit qu'il a rédigé à la va-vite sous le coup de la pression. Sa gestuelle, qui est mal coordonnée, trahit d'ailleurs une profonde tension intérieure. Le regard perdu, parfois vide, laisse transparaître un malaise, celui de quelqu'un qui n'a plus ni cap, ni crédibilité. L'autorité morale dont il tente aujourd'hui de s'envelopper est une coquille vide, qui sonne creux à chaque injonction qu'il prononce. Et c'est encore plus visible lorsqu'il vient à décréter d'un ton faussement martial que la journée du 21 novembre 2025 serait chômée et fériée sur toute l'étendue du territoire national. Regardons. Et en fidélité à notre sermon commun, je vous demande de faire du vendredi 21 novembre 2025 une journée de deuil national. Cette journée sera chômée sur l'étendue du territoire national. Aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif ne devra fonctionner. Ce ne sera pas un jour ordinaire, ce sera un jour de silence, de mémoire, de recueillement. Vraiment, Issa Tiroma, de quel territoire parles-tu exactement? Celui du Cameroun ou celui de Facebook? Parce que ceux qui ont une matière plus grise que moi appellent cela une annonce juridiquement insensée, administrativement impossible et politiquement ridicule. Je dis encore que c'est une annonce juridiquement insensée, administrativement impossible et politiquement ridicule. On a l'impression que Tiroma parle d'un Cameroun, peut-être parallèle, imaginaire, où ces décisions auraient un effet. Mais dans le Cameroun réel dans lequel nous vivons, qui a son chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui vient de prêter serment et qui est félicité par toutes les diplomaties du monde, dans le Cameroun où les gens travaillent pour nourrir leur famille, une journée morte décrétée par Issa Tiroma Bakary, je vous assure, est tout simplement perçue comme une blague. On l'a vu hier, on l'a vu avant-hier, on l'a vu durant toutes les tentatives de mobilisation avortées, personne ne le suit plus. Il y a longtemps que le peuple a tourné la page Tiroma. Mais, soit il ne l'a pas encore compris, ou tout simplement il refuse de comprendre. Allons maintenant sur le fond de sa sortie, où se trouve pour moi la véritable raison, le véritable objectif. Et c'est dans le deuxième extrait que vous allez regarder tout à l'heure que se situe la véritable raison de la sortie de M. Tiroma. C'est là que se trouve le cœur de la manœuvre, de la supercherie. Après la mise en scène du deuil fictif, arrive donc toute la supercherie et la frappe. Regardons. Resteront dans l'histoire du Cameroun libre. Nous donnerons ainsi à la face du monde l'image
d'un peuple soudé, digne et solidaire, qui ne cède ni à la peur, ni au vol électoral, et qui continue dans l'honneur de bâtir le Cameroun du peuple souverain. Un fonds de soutien aux victimes sera également instauré. Nous en préciserons les modalités en temps opportun. C'est donc ici que toutes les pièces du puzzle se rassemblent et vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai dit ici que M. Chiroma est ruiné, il n'a plus rien. Depuis plusieurs jours, des sources qui sont proches de lui nous annoncent que il est ruiné, il n'a plus rien. Pendant toute la période post-électorale, il a été manipulé par les fameux menteurs d'alerte, ces apprentis sorciers installés depuis l'étranger qui se sont spécialisés dans la désinformation, l'intoxication et la manipulation politique. Ces gens l'ont convaincu qu'il pouvait le faire monter d'un cran politiquement, qu'il pouvait même transformer Garoua, où il allait se cacher, en rampe de lancement pour le conduire directement à Etoudi. C'est ce qui aurait été déjà risible si ce n'est pas devenu tragique. Chiroma a donc investi, dépensé, croyant aux promesses de ces charlatans qui lui fournissaient les lignes de communication, les stratégies de mobilisation, les vidéos fake à publier et même la posture à adopter devant les Camerounais. En vérité, il n'est plus maître de rien. Ces pseudo-stratèges, aidés par sa fille qui est installée au Sénégal, l'ont embrigadé dans une spirale de dépenses inutiles, coûteuses et au final catastrophiques. L'argent qui lui avait été envoyé par ses partenaires politiques étrangers qui voulaient le voir au pouvoir pour la campagne a complètement disparu, dissous dans les mains de ces gourous virtuels qui l'ont pressé jusqu'à la dernière goutte comme une orange. Aujourd'hui, Chiroma se retrouve ruiné. Il n'a plus rien. Plus de trésorerie politique, plus de crédibilité politique, plus de ressources financières personnelles. C'est un homme qui est complètement à sec. D'où le lancement du fameux fonds de solidarité. Ne pouvant donc pas apparaître publiquement comme un homme en quête d'argent qui vient mendier, comme l'avait dit le professeur, Issa Chiroma utilise la technique du camouflage politique. C'est-à-dire qu'il parle d'un fonds de solidarité, mais tout le monde comprend l'objectif réel qui est de récolter de l'argent pour lui-même. C'est la même méthode qui est utilisée par des gens comme Zumantro et ses acolytes, qui sont d'ailleurs ses conseillers en communication, qui inventent des victimes imaginaires, vous l'avez vu pendant la période post-électorale, pour susciter des dons, des pseudo-leaders d'opinion qui organisent des cagnottes au nom des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, des activistes qui ne montrent jamais au moment où ils remettent réellement les fonds aux familles. C'est une escroquerie émotionnelle, sophistiquée, enrobée dans un langage professionnel. Ce sont des professionnels de l'escroquerie. Et Chiroma fait exactement la même chose. Il ne peut pas dire frontalement, je suis ruiné, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent. Alors, il enrobe, il maquille, il crée un cadre dramatique, un deuil national fictif, une minute de silence imaginaire et il termine par vous dire, je vais lancer dans les prochains jours un fonds de soutien dont les modalités seront communiquées plus tard. C'est donc un décor pour préparer les esprits faibles à préparer la cotisation de l'argent. Rappelez-vous l'histoire du fameux bus de Maurice Kamto. C'était toujours une affaire d'un menteur d'alerte, Boris Berthold. L'histoire de la récolte des fonds autour du Covid-19 qui a été dénoncée par Paul-Éric Kingé est plus proche de nous encore. Rappelez-vous l'histoire où Chiroma avait envoyé 500 000 francs CFA par le biais de Zumantro pour soi-disant soutenir la dame qui a vu ses enfants enlevés. C'est donc aujourd'hui le moment de rembourser tout ça. Les gars, les gars avaient déjà préparé leur plan depuis et à chaque fois, les naïfs vont toujours tomber dans le piège. On est donc face ici. Le débat public demande toujours du calme, de la précision et une certaine distance émotionnelle. Lorsque des déclarations fortes circulent, surtout après une période électorale sensible, il devient essentiel de prendre du recul. Cela permet d'observer les propos, non pour juger les personnes, mais pour comprendre les idées, les stratégies, les intentions et les impacts possibles sur la société.
C'est dans cet état d'esprit que je propose une analyse critique, mesurée et entièrement orientée vers la compréhension. Rien ici n'encourage la division ou l'hostilité. L'objectif est d'offrir une lecture claire, utile, respectueuse, constructive et conforme aux règles de YouTube. Si vous appréciez cette manière d'aborder les sujets, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager pour que l'information circule largement et reste accessible dans un esprit de respect mutuel. Les propos attribués à Bruno François Bijang proposent un regard très affirmé et très émotionnel sur l'intervention d'Issa Chiroma. Lorsque l'on observe ce type de discours, il faut prendre soin de distinguer les faits des interprétations. Dans un contexte politique où les tensions sont fortes, chacun cherche à affirmer sa vision. Certains tentent de rassurer leur camp, d'autres veulent revaloriser leur position, et d'autres encore cherchent simplement à exister dans l'espace public. Ce phénomène existe dans tous les pays et dans toutes les périodes électorales. Il n'est donc pas surprenant de retrouver ce type de confrontation verbale. Ce qui est important ici, c'est d'essayer de comprendre ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est insinué, mais aussi ce qui peut être exagéré ou déformé. C'est la raison pour laquelle une approche analytique calme s'impose. Dans les déclarations, Bruno Bijang commence par une affirmation forte. Selon lui, il faudrait regarder au-delà des mots pour comprendre l'homme. Cette phrase est intéressante car elle invite à dépasser la surface. Mais paradoxalement, elle peut aussi introduire une analyse plus psychologique que factuelle. Interpréter les gestes, le regard, l'attitude ou l'état d'esprit d'une personne peut parfois être utile, mais cela reste fragile. Les émotions, la fatigue, la pression, le stress ou même un simple problème de santé peuvent influencer un discours sans refléter une perte de repère ni un manque de conviction. Il est donc important de garder une distance prudente. Le ton affirmatif utilisé peut donner une impression de certitude, mais cela ne transforme pas une impression en preuve. C'est dans cet équilibre que l'analyse doit rester objective. Lorsque Bruno Bijang affirme qu'Issa Chiroma serait en perte totale de repères, il utilise une formule très forte. Ce type de formule marque l'esprit du public, mais ne repose pas nécessairement sur des éléments mesurables. Une opinion peut être exprimée, mais elle doit être distinguée des faits vérifiables. Dire d'un adversaire politique qu'il tente d'exister, qu'il serait relégué au second plan ou qu'il utiliserait des ressorts de manipulation relève davantage du commentaire que de l'analyse. Ce sont des appréciations personnelles, construites sur une lecture subjective des événements. Elle peut être discutée, contredite, nuancée ou contextualisée. Ce n'est pas parce qu'un discours est solennel ou dramatique qu'il reflète une absence de repères. De même, ce n'est pas parce qu'une personne a moins de visibilité médiatique qu'elle n'a plus d'influence réelle. La politique est rarement aussi simple. Lorsque Bijang avance que Issa Chiroma serait en précarité financière, il franchit un autre niveau d'interprétation. Il suggère une cause personnelle pour expliquer une prise de position politique. Ce type d'argument peut fragiliser le débat public car il déplace l'attention des idées vers la vie privée. Dans une analyse objective, il faut éviter de s'appuyer sur des éléments non vérifiés ou qui ne relèvent pas du domaine politique. Les choix d'un acteur politique peuvent être motivés par des convictions, par des stratégies ou par une réaction au contexte. Les réduire à une faiblesse personnelle limite la qualité de la réflexion collective. Pour maintenir un débat sain, il vaut mieux examiner les arguments, les faits, les perspectives et les propositions, plutôt que les suppositions sur la vie personnelle. Bijang décrit ensuite la gestuelle d'Issa Chiroma, le ton, le regard, les transitions. Ce type d'analyse comportementale peut sembler convaincant à première vue, mais il repose souvent sur des impressions. Un discours peut être hésitant pour de multiples raisons. Charge émotionnelle, fatigue, pression, improvisation, ou même volonté de maintenir un ton solennel. Interpréter ces éléments comme une preuve de malaise ou d'absence de conviction n'est pas automatiquement fondé. Il existe un grand risque de faire entrer des impressions personnelles dans un débat qui devrait rester basé sur des faits. La politique demande des arguments, pas des diagnostics psychologiques. En gardant cette prudence, l'analyse devient plus fiable et plus respectueuse. Lorsqu'il évoque la déclaration sur une journée de deuil national, Bijang critique la légitimité de cette annonce. Il soulève un point juridique. Seul un pouvoir légitime et institutionnel peut décréter un jour férié. Il est donc correct, sur le plan strictement administratif, de rappeler que cette compétence appartient à l'autorité étatique. Mais même ici, il est possible d'aborder la question de manière plus constructive. Une déclaration symbolique, même si elle n'a pas de valeur juridique, peut être un geste politique destiné à exprimer une solidarité, une protestation ou une émotion collective.
Cela existe dans de nombreux pays où des groupes, des associations ou des personnalités appellent à des journées symboliques sans pour autant imposer une obligation légale. L'interprétation de Bijang, qui qualifie cela d'« administrativement impossible » et de « politiquement ridicule », reflète un point de vue très tranché. Dans une analyse équilibrée, il faut reconnaître la limite juridique tout en considérant la dimension symbolique que certains acteurs politiques peuvent rechercher. Bijang va plus loin en disant qu'Issa Chiroma vivrait dans un Cameroun parallèle. L'image est forte, mais elle relève encore une fois de la rhétorique. C'est une façon d'exprimer que selon lui, la réalité vécue par la population serait différente de celle décrite par Chiroma. Cependant, il aurait été possible de présenter ce désaccord sans recourir à l'ironie. L'ironie a un effet immédiat, mais elle réduit souvent la qualité du débat en le transformant en duel verbal. Dans un contexte national sensible, il est plus utile de confronter les idées que de ridiculiser les personnes. Le public gagne beaucoup lorsque les arguments sont traités avec calme et précision. Si vous souhaitez que ce type d'analyse continue d'exister et touche un public plus large, pensez à laisser un commentaire pour donner votre avis et partagez la vidéo pour encourager ce débat plus apaisé. L'un des points centraux des propos de Bijang concerne sa perception de l'influence déclinante d'Issa Chiroma. Il affirme que personne ne le suit, que le peuple a tourné la page. Mais cette affirmation mérite une nuance importante. L'influence politique n'est pas une donnée absolue. Elle varie selon les régions, les contextes, les moments et les publics. Certains leaders sont influents auprès d'un petit groupe très engagé. Dans la seconde partie des propos rapportés, Bruno Bijang laisse entendre que derrière la déclaration d'Issa Chiroma se trouverait un objectif caché, une stratégie soigneusement montée, voire une volonté de créer un effet émotionnel artificiel. Cette interprétation, comme toute analyse politique, mérite d'être examinée avec prudence. Il est naturel que des acteurs politiques tentent de donner un sens particulier à leurs interventions, surtout après une période électorale où chacun cherche à maintenir sa position, son public et sa crédibilité. Cependant, supposer l'existence d'une supercherie exige plus qu'une simple observation. Cela demande des preuves, des faits établis ou des éléments concrets. Une analyse objective ne peut pas valider une telle accusation sans fondement solide. Dans un contexte où les opinions circulent très vite, il est important de garder un esprit critique, de vérifier les informations et de ne pas se laisser porter par les formulations séduisantes mais non vérifiées. Lorsque Bijang qualifie la démarche de Chiroma de « mise en scène du deuil », il emploie un langage fort qui peut influencer la perception du public. Le choix des mots est puissant. Parler de « mise en scène » évoque une intention délibérée de tromper, ce qui dépasse le simple désaccord politique. Pourtant, dans un espace démocratique, les acteurs publics peuvent exprimer des émotions, proposer des symboles ou appeler à la solidarité. Même si ces actions ne sont pas juridiquement contraignantes, elles peuvent avoir un sens politique ou social. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a manipulation. La prudence est donc nécessaire. Les mots utilisés dans le débat public doivent être mesurés, surtout lorsqu'ils peuvent provoquer de la méfiance ou de la division. L'analyse constructive consiste à comprendre les motivations possibles, les effets réels et le contexte global, plutôt que d'attribuer automatiquement des intentions négatives. La référence à un « fonds de soutien » évoqué dans la suite du discours soulève un autre angle d'analyse. Dans certains cas, la création d'un fonds peut répondre à un besoin réel, à une initiative citoyenne ou à une mobilisation collective. Dans d'autres cas, elle peut effectivement être perçue comme une stratégie politique. L'important est de vérifier les éléments concrets, transparence, objectifs déclarés, modalités d'utilisation, bénéficiaires potentiels et cadre institutionnel. Sans ces informations, toute interprétation reste spéculative. Une analyse équilibrée reconnaît que l'existence d'un fonds peut être légitime, tout comme elle peut être questionnée. Mais elle ne conclut rien sans preuve. Il est essentiel de garder cette rigueur pour éviter les accusations infondées et maintenir un débat respectueux. Si vous appréciez cette approche qui vise à séparer les faits des interprétations, pensez à commenter pour partager vos réflexions et encourager les analyses équilibrées. On observe également que Bijang insiste sur l'idée que Chiroma chercherait à influencer l'opinion publique en utilisant la notion de peuple souverain, de Cameroun libre et de résistance face à la peur ou aux formes électorales contestées. Ce type de langage appartient à la rhétorique politique classique. Les acteurs publics utilisent souvent des termes symboliques pour mobiliser ou rassurer. Cela ne signifie pas toujours qu'il y a manipulation. Cela peut aussi refléter une vision politique, une conviction personnelle ou même une lecture sincère des événements. Il est important de distinguer la stratégie rhétorique de la manipulation volontaire. Dans un espace démocratique, chacun a le droit d'exprimer son ressenti,
sa vision et ses principes, tant que cela reste dans les limites de la loi. L'analyse objective invite donc à écouter les mots, mais aussi à comprendre les motivations possibles et les effets réels sur la société. Un autre point soulevé par Bijang concerne la légitimité du discours de Chiroma dans le contexte d'une élection contestée. Lorsque des résultats électoraux sont débattus, les acteurs politiques adoptent souvent des positions opposées. Certains défendent la légitimité institutionnelle, d'autres expriment des doutes ou des préoccupations. Cela fait partie de la dynamique politique normale dans un pays. La question importante n'est pas de déterminer qui a raison dans l'absolu, mais de comprendre les arguments de chacun. Une critique constructive se concentre sur la cohérence des arguments, la solidité des faits avancés, la pertinence des propositions et l'impact de ces discours sur la paix sociale. Les accusations personnelles, en revanche, n'apportent pas grand-chose au débat public. Elles peuvent même détourner l'attention des véritables enjeux. Dans cette analyse, nous évitons les attaques et nous cherchons à éclairer les éléments qui contribuent au débat. Si vous trouvez cette manière d'aborder les discussions utile, partagez la vidéo pour soutenir un espace d'échange apaisé et responsable. Dans les propos de Bijang, il y a également une dimension émotionnelle forte. Les répétitions, les formules affirmatives, les critiques directes et les images symboliques sont utilisées pour renforcer son point de vue. Cela peut être efficace pour convaincre un public déjà acquis à sa cause, mais cela ne garantit pas l'objectivité. Une analyse neutre doit identifier ces procédés pour les replacer dans leur contexte. Ils ne sont pas forcément mauvais en soi, mais ils doivent être compris comme des choix de communication. Cela rappelle qu'entre le discours politique et la réalité, il existe souvent un écart. Cet écart doit être observé calmement, sans prendre parti, mais avec la volonté de saisir la logique de chaque intervenant. Cette démarche aide à mieux comprendre les enjeux et à éviter les interprétations rapides. L'un des éléments importants à relever est que les deux acteurs évoqués ici, Bruno Bijang et Issa Chiroma, s'inscrivent dans un espace où les mots ont un poids particulier. Le moindre geste, la moindre phrase peut être interprétée, amplifiée ou déformée. Cela signifie que chacun devrait s'exprimer avec prudence, mais cela signifie aussi que le public doit écouter avec discernement. Une analyse objective aide à équilibrer les perceptions. Elle permet de considérer les arguments sans se laisser entraîner par l'émotion. Elle invite à une meilleure compréhension mutuelle. C'est cet esprit que je souhaite encourager avec ce script. Si vous partagez cette vision, un simple abonnement peut aider la chaîne à continuer ce travail d'explication neutre et constructive. Une autre dimension à considérer est celle de la rivalité politique, réelle ou perçue. Lorsque Bijang affirme que Chiroma tente d'exister, ou qu'il serait relégué, cela exprime un rapport de force plutôt qu'une analyse factuelle. La politique est faite de mouvements, de fluctuations, de pertes et de gains d'influence. Aucune position n'est définitive. Les alliances changent, les contextes évoluent et les perceptions varient. En disant que quelqu'un n'existe plus politiquement, on formule un jugement subjectif. Une approche objective doit prendre en compte la complexité des dynamiques politiques plutôt que de réduire un acteur à une caricature. C'est dans cette nuance que se construit un débat plus solide et plus utile à la société.